Il y a une bataille qui se joue sur le continent africain entre la Russie et l'Occident. C'est pour ça que je vous demande de vous installer confortablement, car aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un affrontement silencieux, mais terriblement stratégique. Un duel de géants qui se joue loin des caméras occidentales, sur un terrain qui n'a pourtant rien demandé, le continent africain. Le Niger, autrefois bastion de l'influence occidentale, est aujourd'hui en pleine tempête géopolitique. Son président déchu, Mohamed Bazoum, était d'ailleurs un allié fidèle de l'Occident. Mais depuis le coup d'État, la junte militaire en place, c'est-à-dire la junte qui a pris au pouvoir, a changé la donne, tournant le dos à ses anciens partenaires et engageant une guerre des mots avec ces puissances qui, faut-il le rappeler, ne sont pas prêtes à lâcher leur emprise sur le continent. Car au-delà du Niger, c'est toute une région qui est en jeu. Alors face à cela, un acteur avance ses pions avec méthode et ambition. La Russie. Moscou ne se contente plus d'une présence discrète. Elle s'impose. Elle cherche à s'imposer. Investissement en hausse. Soutien militaire renforcé. Présence accrue des mercenaires du groupe Wagner. On le sait tous. Le Kremlin tisse sa toile, proposant une alternative au partenariat traditionnel des nations africaines. Et cela inquiète en haut lieu, notamment à Washington. Et les États-Unis et leurs alliés ne s'en cachent plus. Ils accusent Vladimir Poutine de manipuler certains régimes africains pour affaiblir la démocratie et dans la foulée obtenir des soutiens pour son propre agenda, notamment dans les conflits en Ukraine. Mais derrière ces grandes déclarations, la réalité est plus complexe. L'Afrique n'est plus un simple spectateur des jeux de pouvoir internationaux. Elle en devient l'un des terrains les plus disputés. Alors que se passe-t-il réellement? L'Occident est-il en train de perdre son influence sur le continent africain? La Russie est-elle en train de réussir son pari africain? Et surtout, quel est le prix à payer pour les pays concernés? Alors, c'est le grand dossier du jour et on en parle tout de suite. L'Afrique est devenue un échiquier où s'affrontent deux géants aux ambitions bien tranchées, la Russie et l'Occident. Un duel qui ne date pas d'hier, mais qui s'est intensifié depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022. Pourquoi? Parce que chaque puissance cherche à renforcer ses positions, à étendre son influence et surtout à ne pas laisser l'autre prendre trop d'avance. Et dans ce jeu-là, tous les coups sont permis. Il n'y a pas de règle. Tous les coups sont permis. Soyons clairs, la Russie et les pays occidentaux veulent exactement la même chose en Afrique. Pas de charité, pas d'humanisme naïf, juste une quête de pouvoir. Influence diplomatique pour asseoir leur présence sur la scène internationale. Il faut que tous les Africains et nos dirigeants actuels africains le sachent. Contrôle économique pour sécuriser des ressources stratégiques. Influence politique pour s'assurer que les gouvernements en place défendent leurs intérêts. Bref, une guerre d'influence où chaque camp avance ses pions en prétendant offrir le meilleur partenariat aux nations africaines. Mais la vraie question, c'est qui en sortira vainqueur? La Russie, qui mise sur un discours anti-occidental séduisant et sur la présence du groupe comme Wagner pour gagner du terrain, ou l'Occident qui cherche à préserver son empire historique en jouant la carte du développement et de la coopération. Une chose est sûre, ce combat ne fait que commencer et les nations africaines ne sont plus de simples spectatrices. Elles sont devenues les arbitres d'un nouvel ordre mondial en construction. Nous allons nous pencher sur certains faits. Des bases militaires éparpillées aux quatre coins du continent. Des milliards injectés dans des projets économiques stratégiques. Des discours bien huilés pour séduire les gouvernements. L'Occident en tête avec les États-Unis, la France et le Royaume-Uni est bien implanté sur le terrain. En 2019, selon les documents obtenus par Intercept, les États-Unis possédaient pas moins de 29 bases dans 15 pays africains. Les États-Unis sur le continent africain. Une présence massive justifiée par la lutte contre le terrorisme et les insurrections djihadistes, notamment au Sahel. Mais est-ce réellement la seule motivation? On se pose la question. Est-ce seulement la seule motivation pour que tous ces États-là puissent être présents militairement sur le continent? La France, quant à elle, joue un rôle historique et controversé. Ancienne puissance coloniale de nombreux territoires africains, elle conserve aujourd'hui des bases militaires stratégiques à Djibouti et au Gabon. Pendant des années, Paris s'est positionné en gendarme de l'Afrique, intervenant militairement pour maintenir une stabilité souvent à géométrie variable.
l'exemple le plus frappant, l'opération Barkhane, vaste dispositif antiterroriste couvrant toute la région du Sahel. Et pourtant, on n'a pas vu assez de résultats. Une opération qui s'est brutalement arrêtée après le coup d'État militaire au Mali en 2021 et qui a alors précipité une recomposition des alliances. Et c'est à partir de ce moment que la Russie entre en scène. Le vide laissé par la France n'est pas resté inoccupé bien longtemps. La junte militaire, refroidie par les tensions avec Paris, s'est rapprochée de Moscou. Et avec la Russie, un acteur bien particulier a fait son apparition. Le groupe Wagner. Je pense que beaucoup de gens ont découvert le groupe Wagner à partir du Mali. Pourtant, il existait bel et bien sur le continent africain depuis. Alors, ces mercenaires, bras armés officieux du Kremlin, sont devenus la nouvelle force militaire en Afrique, offrant protection au régime en échange de ressources minières et d'une loyauté politique sans faille. C'est ce qui est dit, c'est ce que beaucoup de médias disent. On n'a pas encore eu cette certitude. L'Occident crie à la manipulation et à l'ingérence, mais Moscou joue une carte que beaucoup de gouvernements africains jugent plus pragmatique et moins paternaliste. Voici comment ils ont pu avoir ces dirigeants. Mais au-delà des bases militaires et des soldats sur le terrain, il y a une autre guerre en cours, celle de la propagande. L'Occident et la Russie ne se contentent pas d'envoyer des troupes ou de signer des contrats juteux. Ils façonnent aussi l'opinion publique. Des médias financés par les États influencent sur les réseaux sociaux, narratifs sur l'histoire et le futur du continent. Tout est bon pour gagner la bataille des esprits. Alors, l'Afrique est-elle un champ de bataille ou un terrain d'émancipation où les nations choisissent leur destin? Les grandes puissances respectent-elles réellement la souveraineté des États ou mènent-elles une guerre froide moderne sur le dos du continent africain? Une chose est sûre, les alliances bougent, les cartes se redistribuent et l'Afrique est plus que jamais au cœur d'un nouvel ordre mondial en construction. Officiellement, Moscou vend des armes et pas à n'importe qui. L'Algérie et l'Égypte, deux poids lourds militaires du continent, comptent parmi ses principaux clients. Mais au-delà des Kalachnikov et des chasseurs Sukhoi, il y a une autre réalité, une réalité plus opaque. Une armée de l'homme qui ne porte pas de drapeau, mais qui sert des intérêts bien précis, ceux du Kremlin. Depuis des années, Wagner s'installe dans les zones les plus instables du continent. République centrafricaine, Libye, Mozambique, Tchad, Soudan et plus récemment le Niger. Officiellement, ces hommes ne sont là que pour conseiller, sécuriser, former. Mais dans les faits, ils protègent des régimes, répriment des insurrections et surtout s'assurent que les ressources stratégiques, or, diamants, pétrole, restent encore dans de bonnes mains. Mais ce qui fascine ou inquiète, c'est cette zone grise où s'entremêlent les mercenaires, les intérêts russes et les forces politiques locales. Qui commande réellement Wagner? À cette question, Moscou dément, prétend que ces hommes ne sont pas sous son contrôle direct. Mais qui peut croire que des milliers de combattants russophones équipés d'armes sorties tout droit des arsenaux de l'armée russe agissent sans une feuille de route? Qui peut croire à ça? Et puis, il y a des accusations venues de l'Occident, notamment Washington qui a toujours pointé du doigt Wagner, l'accusant de profiter des coups d'État militaires. Une coïncidence peu probable, sans oublier que même la France a toujours profité des coups d'État. Là où la France et les États-Unis se retirent, la Russie s'engouffre. Là où un régime vacille, Wagner se propose comme rempart. Et le plus fascinant dans cette affaire, c'est que pour beaucoup de dirigeants africains, ce n'est pas une menace, mais une opportunité. Ce n'est pas faux, notamment parce qu'aujourd'hui, les États africains veulent se débarrasser de tout ce qui est France-Afrique. Donc, l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Alors, le groupe Wagner est-il une armée de libération ou un cheval de Troie du Kremlin? Est-il le symbole d'un continent qui cherche à s'affranchir des anciennes puissances coloniales ou simplement le nouvel acteur d'une guerre d'influence qui a jamais vraiment cessé? Ce qui est alors certain, c'est que la bataille pour l'Afrique ne se joue plus seulement dans les palais présidentiels, mais aussi dans les couloirs sombres où se prennent des décisions qui ne figurent jamais dans les communiqués officiels. Le Sahel qui est une région où les frontières sont mouvantes, où les alliances se font et se défont et où chaque puissance mondiale veut avoir son mot à dire. Ici, le sable ne recouvre pas seulement les routes et les villages, il cache aussi les trésors, uranium, pétrole, minerais stratégiques. Et ces richesses attisent toutes les convoitises, bien au-delà
des dunes sahéliennes. Mais derrière ce décor de sécheresse et de pauvreté se joue une partie d'échec mondial. La région est en proie à une instabilité chronique. Coup d'état militaire au Mali, au Niger, au Burkina Faso, au Tchad, en Guinée. Des gouvernements tombent, d'autres émergent. Mais la constante, c'est l'ingérence des grandes puissances. Ça, c'est toujours constant. Depuis des années, l'Occident, notamment la France et les États-Unis, justifient sa présence militaire par la lutte contre le terrorisme. Opérations anti-djihadistes, bases militaires, formation de soldats locaux, etc. Mais soyons honnêtes, personne ne vient uniquement, je répète, pour faire la guerre à Acmi ou à Boko Haram. L'enjeu est aussi économique et géopolitique. Ils savent tous quel est leur intérêt quand ils arrivent comme des sauveurs. Il faut savoir que le Sahel est un sous-sol plein de promesses. L'uranium du Niger, essentiel pour l'énergie nucléaire, le pétrole encore sous-exploité, les minerais rares qui intéressent les industries de haute technologie. Alors, forcément, quand une junte militaire prend le pouvoir, les regards du monde entier se tournent immédiatement vers cette bande de terre entre l'Atlantique et la mer Rouge. Et depuis quelques années, un nouvel acteur est venu bousculer la donne. La Russie. Là où Paris et Washington étaient autrefois seuls maîtres à bord, Moscou s'invite à la table et ça dérange. Elle est là plus discrètement, plus habilement. Pas avec des bases officielles, mais avec des accords militaires, des livraisons d'armes et bien sûr l'ombre du groupe Wagner. Et soudain, les Occidentaux se réveillent. Comment le Niger, pays que l'on décrivait comme pauvre et insignifiant il y a quelques années, devient-il un enjeu stratégique? La réponse est simple, ses ressources. Ces ressources minières. L'uranium nigérien alimente depuis des décennies les centrales nucléaires françaises. Ces minerais sont recherchés par les industries mondiales. Et sa position géographique en fait une pièce clé dans la guerre d'influence entre grandes puissances. On est d'accord, le Sahel n'est plus seulement une région en crise. C'est un champ de bataille diplomatique, économique et militaire. Et au milieu de tout ça, ce sont les populations locales qui payent le prix fort, prises en otage par des conflits qui les dépassent. Le futur du Sahel. Alors, il se joue en ce moment entre Paris, Washington et Moscou. Et sur le terrain, là où les décisions prises dans les bureaux feutrés se traduisent par des guerres, des coups d'État et des alliances mouvantes. Alors, le Sahel est-il la nouvelle ligne de front d'une guerre froide 2.0 ou simplement une énième illustration de la façon dont les puissances redessinent la carte du monde sans jamais consulter ceux qui vivent dessus? Alors nous sommes sûrs d'une chose, ce qui se joue au Sahel dépasse largement les frontières de l'Afrique. C'est un jeu d'influence qui se déploie lentement mais sûrement. Un jeu où les accusations fusent de part et d'autre et où les vérités sont aussi multiples que les intérêts en jeu. Et au centre de tout ça, l'Afrique. Un terrain où la diplomatie se mêle à l'ingérence et où chaque pouvoir cherche à laisser sa marque. D'un côté, nous avons les États-Unis, fervents défenseurs de la démocratie mondiale, qui pointent du bout la Russie et ses activités de déstabilisation. Ils n'hésitent pas à évoquer une ingérence russe qui mettrait en péril les processus démocratiques en Afrique. En cause, quelle est la cause? On se pose la question. Des campagnes de désinformation, des ingérences électorales et le rôle toujours plus pressant du groupe Wagner dans la région. Ce groupe de mercenaires est devenu dans l'imaginaire collectif la main invisible de Moscou, intervenant là où les intérêts russes sont en jeu, souvent au détriment de la stabilité locale. Mais derrière cette accusation, une réalité bien plus complexe. Washington met en avant un rapport alarmant du Centre d'études stratégiques pour l'Afrique, dans lequel il est affirmé que la Russie contribue à normaliser l'autoritarisme en Afrique. De telles accusations, selon les États-Unis, s'inscrivent dans une stratégie plus large visant à déstabiliser les démocraties et à légitimer un modèle autocratique au niveau mondial. Alors cette dynamique, plus qu'un simple affrontement, pourrait avoir des répercussions bien au-delà des frontières africaines. Mais qu'en est-il du côté russe? Moscou se défend, bien évidemment. Dans sa rhétorique, Vladimir Poutine présente ses relations avec l'Afrique sous un jour presque idéalisé. Il s'agit selon lui de créer un nouvel ordre mondial multipolaire dans lequel les nations africaines trouveraient un véritable partenaire, loin des anciennes puissances coloniales. D'après le Kremlin, l'objectif est de soutenir la souveraineté des États africains, d'appuyer leur lutte pour la liberté et de fournir une aide concrète à leur développement. La France aussi l'a dit, mais aujourd'hui, la France-Afrique, on sait ce que c'est.
Une des armes utilisées par Moscou dans ce bras de fer, c'est bien entendu l'influence numérique. La russosphère, comme elle est désignée, est une réalité. Un réseau de groupes d'activistes et de sympathisants du Kremlin qui s'efforcent de répandre des messages anti-occidentaux à travers les réseaux sociaux. Il s'appuie sur des narratifs percutants, parfois simplistes, mais toujours efficaces. Une information qui se propage à une vitesse vertigineuse, qui capte l'attention et qui façonne les opinions. Mais dans cette guerre d'influence, il n'y a pas de place pour les faibles. Chaque parti utilise ses ressources pour peser de tout son poids. D'un côté, les États-Unis et l'Occident, à travers leurs agences de renseignement, leurs rapports de recherche et leurs stratégies diplomatiques. De l'autre, la Russie avec son discours de souveraineté. Un discours de souveraineté retrouvé et ses actions sur le terrain. Au final, l'Afrique se retrouve dans une position de plus en plus inconfortable entre la tentation de rejoindre le camp qui semble offrir plus de soutien et la crainte de se faire une nouvelle fois instrumentalisé dans un jeu de pouvoir international. Et au milieu de tout cela, les peuples africains, bien souvent, se retrouvent pris entre des discours grandioses et des réalités bien plus terre à terre. Mais alors, qui remportera cette bataille d'influence en Afrique? Moscou, avec sa promesse de multipolarité et de liberté, ou l'Occident qui défend une vision de démocratie et de droits humains? Alors, la réponse se trouve sans doute quelque part entre ces deux mondes. Mais une chose est certaine, le Sahel, le Mali, le Niger, ces pays ne sont plus seulement des lieux de lutte interne. Ce sont des arènes où se dessine l'avenir géopolitique de notre époque. En conclusion, la scène géopolitique actuelle en Afrique est marquée par un affrontement subtil mais de plus en plus intense entre les puissances occidentales et la Russie. Ces deux blocs s'engagent dans une compétition acharnée, non seulement pour influencer les trajectoires politiques des pays africains, mais aussi pour se positionner en tant que partenaire incontournable. Si la Russie, à travers ses discours et ses actions, semble offrir une alternative à un passé colonial pesant, l'Occident, lui, mise sur la défense des démocraties et des valeurs internationales, tout en continuant de jouer sa carte d'influence. Et au centre de ce jeu, les pays africains se retrouvent à la fois acteurs et spectateurs d'une lutte de pouvoir qui se déroule à leur portée. Mais au-delà des grandes déclarations et des stratégies géopolitiques, une vérité fondamentale émerge. Pour l'Afrique, il est essentiel de savoir choisir ses alliés avec discernement. Oui, il est impératif d'avoir des partenaires puissants qui lui permettent de s'imposer sur la scène mondiale et de peser dans les grands enjeux internationaux. Mais il convient de rester vigilant, car ce que l'on pourrait qualifier de nouvelles romances entre la Russie et certains pays africains pourrait bien se transformer en un vieux mariage de convenance, comme ce fut le cas avec la France. Si l'Afrique ne garde pas la tête froide et prend le soin de préserver sa souveraineté tout en restant maître de ses choix. L'Afrique ne doit pas se laisser enfermer dans un rapport de dépendance ou d'ingérence. Sous son avenir, sa place dans le monde doivent avant tout être dictées par ses propres intérêts et par la vision qu'elle veut forger pour les générations futures. La clé réside dans un équilibre, celui qui permet à l'Afrique de s'élever tout en conservant son indépendance face à ces grandes puissances. C'est une danse délicate, mais c'est la seule manière pour que l'histoire de l'Afrique ne devienne pas une autre page écrite par d'autres. Merci à vous pour être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous exhorte à continuer le débat en commentaire et à vous abonner. Ça sera pour moi une marque de soutien pour le travail que je fais sur cette chaîne. À très bientôt pour une nouvelle chronique sur les enjeux mondiaux et leurs répercussions sur notre continent.